Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode, sur ce podcast où je suis en compagnie d'Aurélien Duhart. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter Aurélien que j'ai connu fin 2020, euh, un peu par hasard. C'est une personne que je suis de très près aujourd'hui parce qu'il publie beaucoup de choses très intéressantes. Aurélien, bienvenue. Comment ça va aujourd'hui? Salut Laurent, merci pour ce moment que j'attendais avec beaucoup d'excitation. Ben, écoute, comment ça va aujourd'hui? Complètement pas partagé en deux parce que je suis qu'un être complet comme toi, mais je suis traversé par deux énergies puissantes en même temps. Donc j'ai cette joie d'être là, d'être avec toi, de partager ce moment, cette joie là d'intervenir dans les prisons, de voir que vraiment mon activité se répand, qu'un message d'amour, d'espoir, de lucidité, de conscience, il pèse, il est concret et que beaucoup de gens le demandent. Donc je suis très heureux de ça. Mes enfants vont bien, le boulot repart. Et à côté de ça, bah là, dans cette période, là, depuis 2, 3 jours, j'ai perdu, comme on dit, je vais parler avec mon ego, hein, un être cher. Il y a un jeune cousin qui est parti de l'autre côté de manière brutale, violente. Et donc voilà, je suis traversé par ça. On l'accompagne en terre demain. Donc voilà, je voulais être complètement honnête avec vous. Ça aurait été trop facile d'annuler ce moment et de venir vous parler de bien-être, de joie, de positivité quand tout va bien. Tout le monde est bon coach, tout le monde est positif quand ça va. Là, sincèrement, j'ai une oreille qui siffle, je suis plein d'incompréhension, j'ai eu des phases d'abattement, regardez, j'ai les yeux qui ont beaucoup pleuré. Et en même temps, je suis là. La vie continue, je suis heureux, je suis chargé d'une mission et j'ai le choix là. Voilà, j'ai les deux faces à moi et j'ai le choix. Soit là de me mettre en boule et de chialer, d'annuler le truc et de refuser la vie. Et bien sûr, si j'avais eu besoin de le faire, je l'aurais fait. Hein. Ou soit je décide, c'est quoi la meilleure manière d'honorer la vie? De justement chercher la lumière dans l'ombre, si ce n'est dans ces moments difficiles. Donc voilà, je suis là et complètement chamboulé. C'est tout en ton honneur et c'est un message très fort en fait que tu es en train d'envoyer à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent ou nous voient, parce que cet épisode sera publié aussi en vidéo. C'est de montrer que ben, on est tous des êtres humains et c'est pas parce qu'on accompagne qu'on est indestructible, insensible. Au contraire, on a cette sensibilité peut-être plus profonde qui nous permet de laisser fluir les choses et de les laisser vivre à l'intérieur et tout doit vivre. Et quand on laisse vivre les choses, ben, on expérimente des moments pas forcément agréables, mais on est capable de les évacuer plus rapidement et de comprendre peut-être que c'est au-delà de nous. Oui, il y a des aides supérieures, c'est au-delà de nous, comme tu dis. Soit je vis cette situation, cet événement du côté de mon ego, du côté de mon éducation, de mon être construit. Ah, c'est dégueulasse, c'est injuste, il laisse deux enfants en bas âge, en plus il est gentil, il est souriant, c'est toujours le meilleur qui parte les premiers. Soit je me répète tout ce que j'ai entendu depuis ma prime enfance qui me fait oublier que la vie et la mort sont imbriquées comme le jour et la nuit, que la vie continue différemment et qu'on n'a pas été élevé à accueillir le départ d'une âme dans une autre dimension, que la fin du corps physique, c'est pas la fin de la vie. Et voilà, donc soit je me confronte à ça et je sens le manque, la tristesse, ces deuils dont on se remet jamais, ces éternels pleurs, et soit je me dis, ouais, il y a un message. Là, on parle de métaphysique, on parle d'âme, on parle de conscience, de vie, de vie au-delà du corps. Ben, c'est maintenant. Donc, et moi, j'aime pas aller dans l'à peu près et aller dans les balbutiements. J'aime y aller à fond. Donc, c'est là que je lève les yeux à quelque chose de plus grand et que je me rappelle que, ouais, moi aussi, je suis mortel, que la vie est précieuse. Et est-ce que c'est comment dire, une malédiction que le départ de ce jeune cousin ou est-ce que c'est une bénédiction à 51 ans aujourd'hui de le vivre avec moins de tristesse? Très bon. Dans ces événements qui nous arrivent. Bien sûr, tu as une phase où et plus on avance, c'est combien d'amis j'ai enterrés, combien de parents, même un enfant. Et à chaque fois, la souffrance va être la même. On n'apprend pas. Comme nos plaies, nos comportements qui se répètent, quoi. L'attachement, la dépendance, le contrôle, tout ça, ça se répète à chaque fois avec des nouvelles personnes et on continue à réitérer. Si on commençait déjà par cette acceptation de la fin de vie, que ça nous rappelle au fait que nous aussi, nous sommes mortels, dès que je me rappelle que ouais, mais ça peut m'arriver à moi aussi. Donc jusqu'à mercredi, jusqu'à l'enterrement, qu'est-ce que je fais?
comment je vibre, comment je m'occupe de mon business, comment je parle à mon fils, comment je soutiens sa mère, sa femme, ses enfants. Et qu'est-ce que je fais de cette situation, quoi. Et merci la méditation, merci la prière, merci l'ésotérisme, merci la religion, merci la spiritualité, merci les livres saints, merci les prières, merci à tout l'invisible, parce que grâce à ça, ça permet, en se connectant à ces énergies, ça permet de vivre la douleur physique, la pointe au cœur, la boule au ventre, la bouche sèche, la colère, le déni, l'incompréhension. Ça permet de vivre tout ça avec de la hauteur, avec du recul, à me dissocier de cet être physique qui, qui, qui revit des mémoires, qui lui rappelle un décès, une mort, une séparation. Et c'est juste ça, quoi. Donc je suis vraiment heureux d'avoir fait ce chemin de paix. Et je suis heureux aussi là que cet événement, regardez mes vidéos d'il y a quelques jours, je parlais beaucoup plus vite. J'étais beaucoup plus speed et je le redeviendrai. Mais en tout cas, je sais que cette période aussi de deuil et de questionnement, elle m'apporte autre chose. Peut-être voilà, une autre manière de communiquer mon message et qui est encore plus doux, plus bienveillant et plus facile à accueillir pour toi. Ouais, cool. Merci. Il y a tellement de profondeur dans ce que tu dis, tellement de choses très intéressantes qu'on explorera peut-être plus tard, mais qui font partie de ton message, qui font partie de mon message. C'est vraiment comme tu le dis, on peut soit fuir un événement, soit le vivre. Et si on le vit, ça évite que ça se répète, ça évite que ça soit toujours la même profondeur et ça nous permet de l'interpréter et de le vivre d'une manière différente et peut-être plus légère, entre guillemets, ou avec plus de compréhension et donc plus de sagesse. Et c'est vraiment très important ce point-là. Ouais. Ouais. Bon, donc, on va passer à des choses plus joyeuses. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Et merci vraiment à tous ceux qui écoutent et qui prennent le temps d'être avec nous. Merci pour ce temps que tu nous accordes et merci de venir prendre soin de vous en cette période unique au monde. Et franchement, bravo, merci d'être là. J'ai hâte qu'on diffuse ce message d'amour et que chacun reparte avec plus de confiance, plus de joie, plus d'espoir et plus l'envie de partager ce qu'il aura reçu. Merci beaucoup, Laurent. Super, avec grand plaisir. Donc, du coup, nous, on s'est rencontrés. Et moi, je t'ai découvert un peu par hasard, de manière un peu, on va dire, déconnectée ou inconsciente. J'ai vu ton profil, je dis, ah, cool, génial. Mais en fait, ça a été comme ça, instinctif. Et après, je me suis rendu compte qui tu étais, tout ce que tu avais fait et tout ça, après coup, quand on a commencé à parler. Et donc, du coup, je te présente ou tu te présentes parce ouais, je que t'en prie, vas-y, ouais, avec plaisir, merci. j'ai peur d'oublier des choses, tu as fait tellement de choses dans ta vie. Par quoi tu as envie qu'on commence? On commence par ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Puis après, on passera un petit peu sur ta vie, ce que tu as fait, les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as réussi à les dépasser, parce que c'est un exemple pour beaucoup de gens et pour moi, c'est un modèle, c'est inspirant en fait. Merci beaucoup Laurent. Ouais, les deux manières sont intéressantes. Et vraiment, j'ai envie que tu te sentes libre de me présenter comme tu le ferais toi. Et si tu fais le passé, on fera le présent. Si tu fais le présent, on fera le passé. J'ai vraiment envie d'entendre ce regard que tu portes sur moi. Cool. Bon, tu me dis si je me trompe, mais tu es né à Dakar, Ouais. donc il y a quelques années, hein, quelques années en arrière. Je ne sais plus exactement, mais on a plus ou moins le même âge. Cool. Et tu as été quelqu'un qui a été très actif dans les arts martiaux et dans la compétition. Tu as été septuple champion du monde en différentes disciplines. Donc, il y a eu du Muay Kickboxing, Thai. boxe thaïlandaise et karaté. Voilà, excellent. Tu as terminé par le karaté sauf erreur. Et après, tu as eu cette reconversion. Donc là, je le fais en condensé. Tu as eu cette reconversion et aujourd'hui, tu accompagnes des gens dans le coaching. Tu nous diras un petit peu quel type de personnes t'accompagnent, sur quel genre de problématiques, si tu as des spécificités. Et voilà, aujourd'hui, tu accompagnes beaucoup de gens, tu partages énormément, tu fais beaucoup d'ateliers avec des enfants. Les enfants te passionnent, ils me passionnent Ouais. aussi. Et je vois que tu tiens à cœur de délivrer des messages qui leur permettent d'obtenir des informations qu'ils n'obtiennent pas à travers l'école ou à travers les systèmes dans lesquels ils se trouvent. Et c'est vraiment, tu plantes des petites graines qui germent à l'intérieur d'eux et qui font que ça sera des acteurs du monde de demain qui a déjà commencé, en fait. Oui, c'est très juste. Ouais. Donc là, en ce moment, c'est plus avec les adolescents. Là, c'est vrai que les écoles primaires, tout ça, j'ai pas eu trop d'ouverture. J'ai plus d'ouverture avec les collèges. Donc, quatrième, troisième, à ces âges très chamboulants, cette révolte intérieure, cette colère, même dans la meilleure des familles. Rappelez-vous, l'enfance, c'est j'écoute tout le monde jusqu'à 8, 10, 12 ans. Et à l'adolescence, j'écoute personne. C'est une phase nécessaire pour me construire.
et elle peut être vécue dans l'amour. Donc, ouais, effectivement, il a été un enfant multifracturé, parce que vraiment, ma plus grande fierté, s'il y en avait une, c'était ça, de sortir de ces 14 fractures, de ces plâtres, ces entorses, ces béquilles, ces radios. J'étais jusqu'à 17 ans, quoi. Je sais que résumé comme ça en quelques secondes, peut-être tu ne te rends pas compte, mais toi qui m'écoutes, c'était vraiment dernier de la classe, redoublant, pissé au lit, un peu de foyer, 2 ans de famille d'accueil, les frères et les sœurs loin, une famille recomposée. Ouh, bienvenue dans le monde, mon enfant. Quel profil tu vas développer avec cet environnement, hein? Soit un guerrier belliqueux qui va péter la gueule à tout le monde, soit un petit fragile. Et j'ai développé ça pendant 17 ans. Puis après, la rencontre du sport, bien sûr, le soutien familial, des rencontres, les difficultés de la vie, les épreuves, hein, comme tout le monde. Hein. Les trahisons, les rejets, les humiliations, les blessures, les déceptions, le regard des autres, se détacher de notre ego, tout simplement. Ce n'est pas une revanche sur la vie. J'ai rien fait de plus ou de moins que les autres. Peut-être que j'ai une aisance à mettre des mots dessus, à le raconter sous forme d'histoire. Et peut-être que toi qui m'écoutes, ça rassemble des pièces de ton puzzle que tu pensais un petit peu éparpillées. Parce que mon histoire, c'est aussi la tienne. Hein. L'arrivée d'une âme qui s'incarne sur Terre, dans une famille qu'elle a choisie, et qui doit se dissocier de toutes ces couches qu'on a mis contre l'amour, de toutes ces identifications au corps physique, à notre nom, à notre sexe, à se réduire constamment à cet petit être fragile pour prendre conscience de l'être infini que l'on est, de cette âme incarnée, de cette puissance infinie, avec toutes ces facettes qu'on joue. J'ai joué le mauvais élève, j'ai joué le rappeur, j'ai joué le basketteur, j'ai joué le boxeur, j'ai joué le professeur, j'ai joué le père de famille. Aujourd'hui, je joue le coach. Et ouais, ça a été, comment dire, un parcours de beaucoup de douleurs, beaucoup de rejets, de culpabilité. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas la bonne couleur. Si on me place, c'est qu'on ne m'aime pas. Si maman est au travail, c'est qu'elle ne m'aime pas. Je sais qu'il y a des choses qui résonnent en vous. Donc, tous ces dysfonctionnements, sans avoir été jamais battu, sans jamais... Ah, c'est parti, Ah c'est mince, revenu. je suis désolé, il y a eu une coupure parce que mince, c'est mon téléphone et j'ai pas d'ordinateur. Donc là, il y a le directeur du centre de la santé qui m'appelle parce que je crois qu'il y a des choses à me dire. On avait un dossier en cours et donc mais je reprendrai après. J'espère qu'il ne va pas rappeler, sinon ça va couper encore la vidéo. Désolé. Donc voilà, cette évolution de jeune homme, d'être humain qui veut se défaire de ses peurs, défaire de ses dictats, défaire de ses lourdeurs, de tout ce qu'on a vécu à l'école, l'interdiction de bouger, de se faire remplir là, comme des vases, alors qu'enseigner, c'est allumer un feu, de ne pas bouger, pas courir, de taire nos émotions, de produire, de faire, d'avoir, de ne pas apprendre la confiance. On se reconnaît tous là-dedans, que tu étais dans une famille bourgeoise, que tu étais d'un quartier, que tu as eu tes 2 parents qui t'étaient arrachés. On se reconnaît tous dans ce monde de fonctionnement, jugeant, séparant, et comment dire, anxiogène. Le monde est dangereux, il faut te protéger, il faut te défendre, il faut te battre, ou il faut subir. C'est parfait, merci. C'était juste le directeur du SPIP, la personne qui s'occupe de la réinsertion des détenus, que j'ai rencontré par hasard dans un magasin de vélo un matin où j'avais envoyé un mail à des prisons pour travailler avec eux. Je n'avais pas de nouvelles, j'ai tellement voulu. L'après-midi, je vais dans un magasin de vélo, j'ai besoin de rien. Je m'arrête pour saluer mes potes, tu vois. Et je parle, et c'est à l'époque où je travaillais à la chaîne L'équipe. Et je passais donc tous les jeudis sur la chaîne L'équipe et il y avait jusqu'à 300 000 auditeurs. Et donc là, il y a un mec qui, pendant que je parlais, il dit « Ah, mais c'est pas le mec de l'équipe, c'est pas Aurélien Duhart et tout. » Il était fan, tu vois. Donc il vient vers moi, je le salue, comment tu t'appelles? Ouais, je m'appelle Christophe Lejoux, je suis fan de boxe et tout, je t'écoute à la chaîne L'équipe et tout. Je dis « Ah, merci. » Je lui dis « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Mais moi, je travaille à la santé. » Je m'arrête comme ça, je lui dis « Mais je viens d'envoyer des mails ce matin, je rêve de bosser à la prison, quoi. » Et 3 mois après, j'ai fait ma première intervention à la santé. Génial. Ah. Donc, tu vois, tu envoies une intention par mail, par le protocole, et tu vas dans un magasin et tu rencontres la personne. Tu vois, parfois, les cadeaux, les réponses divines, les orientations, elles ne sont pas toujours où tu l'attendais. Moi, je m'attendais à un mail ou à un coup de fil, un bureau, un truc, et on s'est retrouvé dans un magasin de vélo. Enfin, Bon. voilà. C'est Et donc comme là, le, donc là, il m'a... Ouais. c'est Donc là, comme le on a... dit. Pardon, Je t'en excuse-moi. prie, Laurent, vas-y. C'est comme le dit Einstein, hein, le hasard, c'est Dieu qui est déguisé incognito. Et C'est c'est vraiment ça. ça, hein, c'est magnifique. Bah oui, comme il n'aime pas qu'on le reconnaisse, il n'aime pas les glorioles, il est incognito.
Et donc là, on a fait 6 interventions, 7 à la santé, qui ont vraiment marché sur la gestion des phénomènes de violence. Et quand tu vois des détenus qui te disent qu'ils respirent, qu'ils soufflent, qu'ils font le tigre, qui s'ancrent à la terre, qui s'éloignent, plus de participation à la bibliothèque, dans les salles de sport, dans les lieux de culte, et quelque chose de non mesurable, bah, c'est l'ambiance, quoi. La vibration, ça se regarde, ça sourit, c'est comme dans une classe. Hein. Quand j'arrive dans une classe, je leur dis souvent, je ne sais pas s'il y aura des meilleures notes, mais en tout cas, est-ce que vous mesurez ces critères d'évaluation, le nombre de sourires, la paix qui règne, le soutien, la compassion, la joie d'être ensemble, tout simplement cette harmonie, comment on le mesure ça, comment vous le notez ça. Et donc, il y a des bons résultats. Et donc là, ce coup de fil me confirmait qu'on repart pour 2022 avec 9 dates et plus 6 dates pour le personnel. Génial. Pour enfin reconnaître les brutalités institutionnelles et que parfois, oui, il peut y avoir violence de la part de l'enfant, de la part du citoyen, de la part de l'élève, de la part du détenu. Et il peut y avoir violence inconsciente de la part de l'éducateur, de la part du policier, de la part du médecin, de la part du politique, de la part de la personne qui a autorité. Et ouais, si elle n'en prend pas conscience, c'est traumatisant, vraiment. Génial, c'est magnifique. Et ça me permet de rebondir sur une question, ou plutôt sur un jugement qu'ont beaucoup de gens. Ils disent, ouais, tu sais, basiquement ou de manière juste sans connaissance, on se dit, bon, bah, un boxeur, c'est quelqu'un de violent et tout ça, mais justement pas. Explique-nous un petit peu ce que ça t'a permis, les arts martiaux, ce que ce genre de discipline t'a permis de faire à l'intérieur de toi, et ce que ça t'a permis d'observer, en fait, et de dépasser. Ouais, je te remercie. Alors, ce terme violence, tu te doutes bien que ça fait beaucoup d'années que je l'entends, et je l'ai peut-être moi-même utilisé au début, et je te remercie vraiment de poser la question avec beaucoup de douceur, parce que pour l'être fragile que je suis, par exemple, moi j'adore les animaux, tu vois, quand je vois des gens en manger, ça me fait du mal, tu vois. Et quand j'entends que ce que je fais, ça peut être assimilé à de la violence, il y a toujours un premier réflexe de protection et de violence à mon tour. Donc, on ira voir la définition de la violence, un viol. Violer une loi, violer une règle, violer un corps, violer un espace, c'est introduire, c'est faire quelque chose qui n'est pas bon et avec lequel cette personne n'est pas d'accord. Violation de domicile. Tu peux rentrer chez moi, j'ouvre la porte, même si tu as les pieds sales, même si tu pues, même si tu vas tout prendre, vas-y, je t'ouvre la porte. Tu violes pas, je t'ouvre. Et maintenant, la viol, c'est vraiment contre la volonté de quelqu'un. Nous avons associé l'opposition, l'échange de coups à la violence. On a pris des claques quand papa était en colère, quand maman était en colère. On s'est battu quand l'autre était en colère, quand nous étions en colère. Donc, on a associé ces échanges de, de gestes à des moments de colère. Donc, c'est de la violence. Par exemple, on peut se vanner. Regardez les humoristes aujourd'hui. Ils taillent des gens, on pourrait pleurer. Mais comme on sait qu'ils nous aiment, comme ils ne le font pas dans la colère, on accepte. L'humour noir, le cynisme, les taquineries. On accepte parce qu'on sait que l'autre nous aime et qu'il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit. Puis ça brise la coquille de notre ego et ça nous renforce. Eh bien, l'être humain a des énergies, et notamment ces mouvements brutaux, animaux, primitifs, radicaux, brutaux, virils, de force, ont été tous remplacés, notre vocabulaire était appauvri par violence. Tout sauf la violence. Hein, tout. Hein. Les enfants, vous restez 8 heures assis sur une chaise. Vous ne bougez pas, vous ne voyez pas vos parents. Vous n'avez pas de bisous, vous n'avez pas de câlins. On vous note, on vous juge, on vous fait bouffer de la merde. On vous dit quand pisser. Ça, ce n'est pas de la violence. On vous place en système de garde. Ça, ce n'est pas de la violence. On vous met devant la télé. On vous met de la merde depuis les années 70, là. Depuis le Club Dorothée, les mangas. On vous abrutit, on vous divertit, on vous pousse. Ça, ce n'est pas de la violence. On pousse à la sexualité, à la consommation de cigarettes, à la médicamentation, à la compétition, on vous monte les uns contre les autres au sein même de vos familles, mais ça, c'est pas de la violence. La violence, c'est quand il y a un coup. On peut se faire tromper par sa femme, on peut se faire insulter, qu'elle vide notre compte en banque, qu'elle parte avec le voisin, qu'elle nous prive de... Ça, c'est pas de la violence. Mais si toi, tu pètes un câble et tu jettes un truc par la fenêtre, où tu tapes du poing sur la table, ça, c'est de la violence. Notre société féminisée, fragilisée, a identifié
que toute violence physique était jugeable, condamnable, répressible. C'est dans la justice. Et par contre, les violences psychologiques, les violences sont à peine reconnues par la justice. Je prends souvent cet exemple. Oui, il y a 5 femmes qui meurent sous les coups de leur homme, d'un homme, une femme tous les 5 jours, je crois. Les violences familiales, qu'on a traduit en violence conjugale, et maintenant en violence faite aux femmes. Le mari et les enfants ne souffrent pas. Donc, vous voyez comment on peut vraiment détourner le truc. Eh bien, vous savez quoi? Il y a 6 000 hommes par an, 6 000 hommes par an, dans la force de l'âge, qui se suicident. Ça fait 12 par jour, je crois. Des forces vives parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que la violence yang, la violence masculine, elle est extérieure, mesurable et physique. Regardez le sexe d'un homme. Il se gonfle, il se tend, il active, c'est brutal et visible. C'est comme ça que la vie crée. Regardez le sexe d'une femme, il est à l'intérieur, il est discret, il est limite invisible et pourtant il s'y passe plein de choses. Donc, j'ai reconnu à l'adolescence l'injustice, l'incarcération scolaire, la pauvreté de ma mère, l'exploitation des masses salariales, l'arrivée de la surconsommation. J'étais pas à l'aise avec ça. Et il fallait que ça s'exprime, il fallait que ça sorte. Et il y a un lieu pour ça, la salle d'arts martiaux. Et d'ailleurs, on traduit art martial, ça fait Mars, le dieu de la guerre, alors qu'en vérité, cette traduction n'existe pas en Asie. Karaté-do, judo, aikido. Do, c'est la voix. Il y aura la voix de l'évitement, la voix de la compassion, la voix de la science, la voix de la spiritualité et la voix du corps. Se renforcer, s'assouplir et éviter tous les combats évitables, comme disait Bruce Lee. Donc, il y a eu vraiment cette bénédiction de rencontrer le karaté et de pouvoir, dans un endroit, lâcher cette colère. Au début, c'en est de la colère. S'exprimer, pouvoir crier, pouvoir faire tout ce qui est interdit partout, vivre, bouger le corps, être regardé différemment, se transcender, surtout quand on n'est pas bon à l'école. Donc, c'est vraiment cette voie martiale, le karaté, la discipline, se renforcer, accepter de tomber. Ne tombe pas, ne te blesse pas. Mais comment tu veux que je me renforce? Puisqu'on se renforce en tombant et en se blessant. Donc, voilà, de cette éducation où on a voulu nous empêcher de souffrir, nous empêcher d'avoir des problèmes, au lieu de nous y préparer. La maman par l'orbe de l'amour, qui donne la confiance, et après le père par les limites, aussi c'est une autre forme d'amour, et par les défis qu'il te met, tu vois. Donc je me suis vraiment rendu compte, ayant un papy à la maison, j'avais pas vraiment de papa, c'est le prof de karaté, les profs de sport, après le basket, le challenge, le défi. Tout ça fait bien sûr avec un peu d'ego, la compétition, je vais être meilleur que l'autre, je vais me venger, je vais leur casser la gueule. Mais c'était vraiment salvateur, libérateur, et il y a tellement d'hommes et de femmes qui n'ont pas abusé de violence parce que justement, on pratique. Donc voilà, vraiment pour te dire que la violence, c'est quand l'autre n'est pas d'accord. Et quand cet échange de coups, cet échange d'énergie va nous nuire. Et les arts martiaux sont une acceptation, un accord mutuel. Je suis prêt à recevoir de la douleur, à me sentir blessé, à me sentir diminué pour me renforcer, pour mettre des limites. Et je suis prêt aussi à me transcender, à prendre des choses nouvelles et à me renforcer, à accepter mes deux facettes. Exact. Et même au-delà, c'est très courageux parce que c'est admettre de vouloir travailler sur soi et d'évacuer des choses dans un environnement sécuritaire, comme tu dis, où il y a un accord commun et des règles qui permettent de faire ça. Donc, bien sûr. Ouais, ça va au-delà de ça. C'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant donc, par rapport à ce que tu racontes, et je me rappelle très bien à l'époque, donc tu disais, tu parlais de ton évolution, on va dire, au niveau des arts martiaux, et à un moment, tu as arrêté de consommer des animaux. Et c'était très intéressant ce partage que tu avais fait, parce que finalement, on a une colère à l'intérieur qui est réminiscente de ce qu'on a vécu et on n'a pas évacué. Après, on a une colère accumulée de ce qu'on consomme qui ne nous appartient pas, de l'énergie. L'énergie, c'est pas seulement ce qu'on consomme, qu'on met dans la bouche, c'est aussi ce qu'on regarde. Donc la télé, les événements, où on met notre attention et aussi ce qu'on consomme, donc les viandes animales. Moi, je me rappelle très bien, tu disais, ben, le fait d'avoir lâché tout ça, tu t'es rendu compte que ta discipline avait complètement changé. Tu as pu donner un tour encore plus majestueux. Je ne me rappelle plus ça c'est moi qui mets ce terme-là, hein, mais c'est vraiment, tu as pu donner une orientation différente à ta discipline.
Oui, c'est vraiment en fin de carrière, hein, parce que pour faire la paix avec ceux qui mangent encore des animaux, j'en ai mangé pendant 40 ans. Et pour vous dire la vérité, j'avais arrêté tout ce qui était animal, et même dérivé, les œufs, le lait, tout ça. Et là, depuis 2 mois, je me suis remis à manger un peu de poisson, parce que j'ai vraiment senti que mon corps le demande, quoi. J'ai fait 10 ans sans, et là, l'hiver parisien est très froid. Donc les graisses animales, j'ai repensé aux Inuits, je repense aussi à mon ethnie. J'ai rencontré quelqu'un de plus encore spirituel, ésotérique, et qui m'a parlé de mon ethnie, qui m'a parlé de voilà, les calories que l'on consomme pour fabriquer un corps aussi. Et là, effectivement, j'ai pu faire 10 ans sans, et là, depuis 2 mois, j'ai remangé 2 fois du poisson, et j'ai ressenti comme ouais, une meilleure résistance au froid. J'ai vraiment ressenti, au-delà du plaisir, que cet animal qui est mort pour moi me permet moi de vivre et de transformer son corps en être, quoi. Donc il y a vraiment une connexion proche. Donc sinon, comme tout le monde, j'ai bouffé pendant 40 ans du poison. Revenons à la base. On sort du ventre de maman, lait de vache, biberon, lait en poudre, vaccin, médicaments. À peine tu es arrivé sur la terre, tu respires l'air pur, ça y est, tu commences, on t'empoisonne. Et même si tu es allaité, hein, le meilleur lait du monde, il y a un moment, tu vas manger des petits pots, des médicaments, je ne sais pas le nombre de picouses et de trucs qu'on nous met dans le corps. Donc, tout ce qui entre est nourriture. Tout ce qui entre, tu l'as dit, les sons, les images, les couleurs, les mots, les humeurs, les ambiances, les atmosphères. Je te mets toi le plus joyeux du monde, assis au milieu de 5 dépressifs qui ne parlent pas pendant 5 minutes, à un moment, tu vas te sentir mal. Et tu vas te rendre compte que la vie est énergie et vibration. Il y a des gens à côté de qui tu t'assois pas dans le métro. Tu es fatigué, il reste qu'une place et tu n'y vas pas. Alors cette personne ne va pas te parler. Donc tu sens bien qu'elle va irradier, émaner quelque chose. Et on irradie tous. Donc, euh, donc vraiment, quand je suis arrivé en fin de carrière, j'avais 15 kilos de plus. J'étais à 90 kilos. La colère de la fin de carrière, des combats difficiles, qu'est-ce que je vais faire? Un couple qui battait de l'aile. De l'acidité. De l'acidité, les ressentiments de mon enfance, ils commençaient à sortir. Je voyais qu'après avoir été abandonné par ma mère, j'allais être abandonné par ma femme. Je le sentais, tu vois, je revivre cette sensation d'abandon. Et je me sentais dangereux. C'est vrai que nous sommes des anges heureux. Et des fois, la vie, c'est dangereux. Mais là, je me sentais un ange pas heureux. Et, et c'est pas évident de faire des liens. Ta vie, c'est comment tu penses, comment tu agis et comment tu manges. Tu peux penser sain, tu peux agir sainement. Si dans ta chimie, tu mets de l'acidité, bah, les pensées acides, les maladies, la colère, l'envie de mort, de la vengeance seront plus souvent là, puisque c'est vibratoirement, tu as de l'acidité. Quand je suis quelqu'un de très rebelle, un sens de justicier, et des choses vraiment qui me révoltent, hein, la maltraitance. Et avant, j'avais cet élan, j'avais cette blessure qui se réveille, vrai, et j'avais cet élan de corriger, de protéger, de faire cesser la situation. Et avant, je sentais, j'avais des tremblements. Je pouvais avoir une jambe, tu sais, le high kick qui a envie de partir, la droite qui a envie de partir. D'abord, on laisse. Mais d'où ça venait, ça? Parce que mon élan, il était, waouh, il faut juste arrêter. J'ai pas envie de punir, j'ai pas envie de faire mal. Et c'est mon ego qui a envie de prendre le dessus. Et j'ai senti que quand j'ai diminué la viande, face aux mêmes situations qui me révoltaient dans la même intensité, qui chamboulaient mes valeurs avec autant de puissance, d'autres mots sortaient. L'envie de prendre l'autre dans les bras, limite même l'agresseur, l'envie de lui parler, l'envie de réduire, de poser un cadre et de mettre de la fermeté pour dire bon, t'as vu là, c'est pas OK. Et là, il y a un adulte. Tu vois, si tu veux se battre, on peut. Après, apparemment, tu dois avoir mal pour faire autant de mal. Tu dois souffrir. Je peux accueillir ça aussi, tu vois. Et j'ai vraiment transformé cet élan de force physique pour faire taire, soumettre. Ça s'est transformé en accueil. Et je sais qu'il y a un lien directement avec ce qui traverse mon corps. Mon frigo, il ressemble à un verger. Il ressemble plus à une morgue. Et vraiment, posez-vous la question, ceux qui ont du mal à décoller, ceux qui traînent des égrégores, des ressassements, des trucs, le goût du sang, la chair, les muscles, tout ce qu'on mange, tout ce qui est mort, ça te maintient dans des vibrations basses, dark. Tu deviens ce que tu manges, quoi. Donc, c'est vraiment un levier puissant en termes d'éveil, en termes de santé, en termes de lutter contre l'obésité, les maladies cardiovasculaires, toutes ces dépenses, la déforestation. Et puis toi, tous ces égrégores, qui est-ce qu'on est, nous, simples humains, pour légitimer que le sang coule tous les jours, plusieurs fois par jour, pour notre plaisir? Parce qu'il y a pas vraiment de raison valable d'en consommer autant, quoi. Donc en tout cas, merci d'aborder le sujet parce que c'est important.
c'est important, c'est aussi important de comprendre que comme pour toute chose, tout en abus est mauvais pour la santé, même les bonnes choses, même les choses qui sont nécessaires et essentielles. Et ce qui est important aussi par rapport à ce que tu es en train de dire là, il y a beaucoup de gens qui ont suivi la mode et qui ont suivi le circuit ou le courant à contre-cœur. Et donc, qui l'ont fait à contre-cœur. Et donc, là aussi, on a de la violence contre soi, parce qu'on s'impose quelque chose sur lequel on n'est pas prêt. Et donc, c'est d'abord comprendre le fait et comprendre tout ce que tu racontes là et comprendre vraiment la signification, le macro et toute la violence qui est derrière ces animaux. Mais ce n'est pas aller à contre-cœur de ce qu'on a à l'intérieur et peut-être que notre corps a besoin aussi de certaines choses, de certains éléments qui peuvent être considérés comme toxiques. D'ailleurs, l'oxygène, c'est un gaz toxique hein, et on le consomme. mais, mais ouais, c'est très important ce que tu dis et c'est très intéressant parce que ça nous montre que ces bêtes, ces animaux qui souffrent pour nous, parce que basiquement, ils souffrent pour nous toute leur vie, hein, ils sont enfermés toute leur vie pour nous, et ben, ils contiennent de la douleur, ils contiennent de la violence. Et donc, si vous mangez de la viande et des animaux et des carcasses, mettez-y de l'amour et de la conscience avant de les consommer, pour aider à Bien cette sûr. énergie de violence de se transformer en quelque chose de positif et en quelque chose de bien. Quand on revient dans notre histoire, on était soi-disant des chasseurs-cueilleurs. Chasseurs-cueilleurs, je veux bien, quand je vois aujourd'hui avec des fusils à lunettes, des combinaisons thermiques, des GPS, ils galèrent à tuer 3 bouquetins, ils vont nous faire croire qu'à l'époque, ils tuaient des mammouths avec des lances. Moi, je pense qu'on était plus des charognards. Hein. On devait manger les carcasses qui traînaient, ou comme les Maasai, quand un fauve qui, lui, court à 60 km/h, voit la nuit, peut tuer un buffle, tout ça, ils arrivaient, ils ont tout un rituel pour découper une cuisse et se barrer, quoi. Enfin bref. Donc, les chasseurs, même actuels, j'ai mon meilleur ami d'enfance, une famille de chasseurs, je les ai vus préparer le fusil, nourrir les chiens. Je sais que je vais en heurter plein. Hein. Je les ai vus avoir une connexion avec la nature. Je les ai vus sonner. Oui, il y a la souffrance de l'animal. Oui, je ne suis pas d'accord avec tout ça, mais dans une cage, est-ce qu'il souffre moins, quoi, tu vois? Donc, je voyais ça et je les voyais couper une branche. Je crois que ça s'appelle sonner la lalie, faire une prière, remercier cette bête, la porter, la dépecer, la découper, mettre les mains dans ses tripes. Il y avait un don de celui qui allait prendre la viande. Et dans les éleveurs, vous imaginez la souffrance de l'éleveur qui a vu son agneau naître, grandir, il l'a tondu, protégé du loup, construit un abri, et il va lui prendre la vie. J'ai envie de dire que ce sacrifice, de cette manière-là, avec cette dévotion, avec cette souffrance que ça peut générer chez celui qui prend la vie, ouais, mais après, de sortir 5 euros pour manger un grec, un truc, du chicken, des nuggets, du bacon, comme ça, tout le temps, gratuitement, facilement, il y a un dérèglement, comme tu dis. Comme d'avoir tous ces plaisirs sur le téléphone tout le temps, d'avoir une vie nourrie tout le temps d'interaction, tout le temps on s'est trompé. Il faut manger moins, tout simplement. On n'a pas besoin de 3 repas par jour. C'est faux, tout ça. C'est culturel, ça date de 1945, le petit déjeuner, les Kellogg's, le bacon, les médecins qui. C'est que du commercial et du business pour vous faire acheter, manger, manger, pour vous faire manger et consommer. Donc à un moment, quand tu dis, ouais, j'ai besoin de moins, comme tu l'as dit, Laurent, posez-vous vos questions, allez dans la nature, consommez moins, jeûnez, c'est des choses ancestrales, multiséculaires, il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis. Je le dis peut-être de manière moderne, je le dis, mais tout ça existe depuis très longtemps, et on est né dans cette modernité d'abus, d'utiliser les personnes et d'aimer les choses et les matières, tu vois, et on s'est fourvoyé. N'attendez pas, n'attendez pas 40 ans pour comprendre. N'attendez pas un burn-out, un divorce. Peut-être vous aurez besoin de le vivre. Une séparation, un cancer. N'attendez pas forcément. C'est pas une obligation de souffrir pour apprendre. Il y aura des douleurs, comment dire, inévitables. Il y a des douleurs évitables. Et voilà, moi, je souhaite vraiment partager ces infos ouais, pour que chacun se questionne et fasse ses recherches et réécoute au plus profond de soi la partie la plus belle, la plus noble et la plus aimante que l'on a. Ouais. D'ailleurs, il y a plein de choses intéressantes que tu racontes. Une première chose que je dis toujours aux gens, c'est que n'oubliez pas une chose, l'histoire est écrite par les gens qui ont gagné, pas par les perdants. Donc, du coup, on n'a qu'une facette des choses et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans ce qu'on nous a raconté, notamment au niveau de ce que tu disais, les chasseurs et tout ça. Et il y a quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, c'est un médecin
que je suis sur Instagram, qui a publié ça récemment. Il dit aujourd'hui, les gens se remplissent de compléments, de pilules, de machin, mais on doit d'abord se vider. On doit d'abord parce qu'il y a un trop plein, on est trop plein, c'est ce que tu dis, on est trop plein, on nous remplit pour nous maintenir distraits, occupés, parce que c'est plus facile à gérer. Ouais, ouais. Less is more. Avancer dans la vie, c'est pas la remplir, c'est la vider. C'est la Ouais. vider. Et tu disais ça, regarde comme on dit, l'ego, il est avide. Le mantra de l'ego, c'est toujours plus. Plus de coupes, plus de combats, plus de vidéos, plus de questions, plus de sexe, plus d'argent, plus de paix, plus de spiritualité, même l'ego spirituel, plus de maladies, plus de problèmes, plus de découvertes, c'est toujours plus. Et éduquer à ça, on se fourvoie complètement. Quand tu commences à dire waouh, j'ai suffisamment, tout est là, peut-être je peux ralentir, consommer moins et donner plus, tu vois. Et comme l'ego est avide, on peut l'entendre en un mot ou en deux mots, il a besoin de se remplir. On mange nos émotions, on mange notre ennui, on mange notre tristesse, on mange notre solitude, on engloutit notre colère, on gobe notre peur, on se remplit. Après, dans le ventre, ce sucré, ce salé, il génère des émotions. Ce ventre rempli, calé, on est obligé de digérer, on ne peut plus bouger et on est collé. Et on ferme les yeux, on va se coucher devant une série ou un truc, un peu de sexe, un pétard ou un somnifère, et on se réveille et on recommence la journée de la marmotte. Et tu ouvres les yeux, tu as 60 ans. Et ouais, En fait, il n'y a pas besoin d'autant, effectivement. et ouais, effectivement. Cool, c'est exactement ça. Donc, tout à l'heure, tu parlais de ton papy. Donc, tu as eu, je reviens dans le passé, on fait des bons, des sauts, Ouais, des petits sauts. Tu as eu ton papy d'amour, donc qui t'a éduqué dans l'amour, dans la paix. Je me souviens très bien, tu disais que tu n'avais jamais vu une arme ou de violence à la télé ou de choses comme ça. On t'a préservé de tout ça. Et donc, les défis, c'est un peu plus la vie qui te les a apportés. Et un des premiers défis, ou peut-être pas des premiers défis, mais un des gros défis que tu as eu, c'est qu'on t'a dit non, tu ne pourras jamais faire des arts martiaux, de la boxe ou quoi que ce soit parce que tu avais des jambes de verre, ou je ne sais pas quoi. Et tu as ouais. réussi à dépasser ça et à démontrer que. Donc, comment est-ce que comment est-ce que tu as réussi qu'est-ce qui t'a motivé à aller au-delà de ça, en fait? Ouais. Bah, écoute, comme tu dis, ce premier défi de l'interdiction de sport, t'imagines bien mon médecin de famille, je tape dans un ballon, je me fais une fracture de la malléole, fracture du poignet, des entorses, limite des arrachements, et le médecin ne voulait pas que je fasse du karaté. Mais tu sais, là, c'est dans l'histoire personnelle d'Aurélien, parce que je crois que c'est peut-être dans mon premier défi conscient. Toute notre enfance, on nous a dit non, tu joues pas avec qui tu veux. Il y a on a accepté, on s'est soumis parce que les adultes autour de nous étaient bienveillants, étaient là pour nous préserver et parfois pour nous contrôler. Et où nous, on voyait de l'aventure et du jeu, eux, ils voyaient du danger. Donc, on s'est soumis. Il y a plein de choses, il y a eu plein de défis. Le premier défi que j'ai eu, moi, bah, c'est peut-être de vivre à une maison avec un papa qui a fait 28 gosses dans tout Dakar et il n'y avait pas de papa à la maison. Il y avait une maman couturière qui avait changé de pays, qui venait du Cap-Vert, qui avait déjà laissé 2 enfants au Cap-Vert. Donc, une maman qui traînait en elle, j'abandonne mes gosses et je vais au Sénégal en faire d'autres, tu vois. De la pauvreté, l'histoire ethnique de ma civilisation, tu vois. On peut parler en France des héritiers des Bretons, des Chouans, des Normands. Vous avez mangé vos races. Hein. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Des massacres dans vos familles, il y en a eu aussi, tu vois. Moi, je crois vraiment à ça. Et comment dire, donc ce premier défi, je pense que c'était ça, la difficulté de ne pas avoir de père à la maison, d'avoir des frères un peu partout, d'avoir de l'instabilité au début de ta vie où on est fragile pour eux. Et puis ensuite, cet arrachement de Dakar, changer de pays en 73, une semaine de bateau, changer de langue, le froid, l'éloignement de la terre, c'est des trucs qu'on a tous oubliés. Un mode de garde, passer 2 mois, 3 mois sans maman, être 8 heures par jour dans une crèche. C'est ça nos premiers défis. Et on a survécu. On a fait des maladies, des rougeoles, il y a tous ces mômes malades parce qu'ils veulent se barrer de là. Et en même temps, on a survécu. On est passé, on a supporté ça. Et puis après, la petite enfance. Oh là, on arrête de jouer, maintenant il faut travailler, on va plus aux toilettes quand on veut, on n'a plus d'affection. On a accepté ce défi. Et manger à la cantine des trucs qu'on ne voulait pas. Et on a accepté tous ces défis. Donc on était forgés à être contraints, à être soumis et à se soumettre, quoi, tu vois. Donc je pense que vraiment ces premiers défis étaient là, moi. Tous ces déménagements, je crois que jusqu'avant l'âge de 8 ans, j'ai déménagé 14 fois. Comment tu veux te structurer, c'est un truc, c'est ça mes premiers traumas. Et effectivement arrive, ben là tu es petit, tu es fragile, tu te soumets, et puis arrive vers 12, 13 ans ou selon chacun,
la testostérone qui arrive, les hormones chez les femmes, tu passes de l'être soumis, totalement confiant, qui pense ne pas connaître le monde. Et sans les adultes, on serait mort en tant que bébé. Donc, il fallait leur donner toute notre confiance. Là, tu commences dans ta chambre à te dire, attends, ils ne savent pas tout. Dans mes parents, il y a des trucs, c'est pas OK, quoi. C'est pas clair. Moi, j'aimerais bien voir leurs parents pour leur dire 2, 3 trucs aussi, tu vois. Et là, bah, c'est la possibilité de dire non. Jusqu'à présent, on n'a rien dit. On a fait les devoirs, on a inscrit au sport que les autres voulaient pour nous, on a mangé les gâteaux, on a fait ce qu'on voulait, quoi. Ce que les autres voulaient. Et là, c'était l'opportunité pour moi de m'affirmer, pas de me rebeller, pas de me battre, de m'affirmer, de rendre ferme ce qui en moi était impalpable, mou, l'élan d'une âme libre par essence, comme nous sommes tous. N'importe lequel d'entre vous, si je l'entrave comme ça, va trouver ça rigolo, d'un moment, il va vouloir sortir. C'est obligé. Et tu trouveras un moyen, par la douceur, par la force, par la ruse. Tu voudras te libérer de cette étreinte. Parce que personne n'est fait pour être entravé. Et donc, ouais, c'était vraiment le premier pied de nez, le médecin qui ne voulait pas, le prof de karaté, je suis arrivé en cours du mois de septembre, c'était déjà plein, il ne voulait pas non plus. J'ai insisté, j'ai fait un scandale, j'ai foutu la honte à ma mère. Ma mère était assez discrète, timide. Oui, monsieur le juge, oui, monsieur le professeur, oui, monsieur l'autorité, la bonne négresse de maison, avec tout l'amour que j'y mets. Et je me reconnaissais un peu dans ça. Le pouvoir est à l'extérieur, et notamment s'il y a une blouse blanche, s'il y a un grade, un titre, directeur, on courbe les chines, quoi. Waouh, ma mère était femme de chambre toute sa vie. Hein. Et donc, ouais, cet élan interne, c'est pas Aurélien Duhart, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Ce truc qui dit, waouh, il est temps que je suive mon chemin, quoi qu'il m'en coûte. Cool. Excellent. Et du coup, ton chemin, bah, tu l'as continué. Et à un moment, tu as décidé d'éclairer les gens. Donc, tu as fait cette transition. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller sur le chemin où tu te trouves aujourd'hui, vraiment de mettre de la lumière, d'éclairer les gens, de les aider à se rendre compte qu'on peut aller au-delà de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on a à l'intérieur, de ce qu'on, tout seul, on peut être un peu accompagné, mais on a tout en nous pour pouvoir vivre une vie à laquelle on prétend. Ouais, parce que c'est notre élan naturel de partager, de ressortir ce qui passe par nous. Nous sommes que des canaux par lesquels passe l'air qui rentre en toi. Tu le gardes pas, à un moment tu le ressors aux autres. Après, si tu pues de la gueule, tout le monde va le sentir. Mais ça ressort, quoi, tu vois. C'est tout ce qui rentre en nous, les aliments, les informations, tout ressortira d'une manière ou d'une autre. Donc, peut-être qu'ayant manqué d'informations, manqué de repères, quand j'ai commencé à découvrir le karaté, le tennis de table, je vous rappelle que de 13 ans à 17 ans, j'étais nul. Je compète, j'ai fait en tennis de table, je perdais tout le temps. Karaté, j'en ai fait qu'une, j'ai même pas compris, j'ai perdu. J'étais nul, mais j'étais avec les meilleurs. J'étais nul et on s'occupait de moi. Il y avait des gens qui étaient là qui passaient un quart d'heure à me faire améliorer un mouvement. Mais pourquoi tu fais ça pour moi? Pourquoi tu me donnes? Pourquoi moi je suis qui moi? Pourquoi tu me donnes? Toute la journée, là, on m'a jugé, on m'a mis des points, on m'a dit des trucs, on m'a condamné. Et toi, j'arrive là, tu as un travail, tu dois faire ça en bénévole ou tu es payé au lance-pierre, tu mets ton kimono, tu traverses tout Paris et tu viens t'occuper de nous. Mais pourquoi? Il y a des gens sur Terre qui s'occupent de nous. J'ai cette image qui me revient, je ne sais pas si c'est un rêve, hein, mais j'avais un souvenir de quand j'étais ces 2 mois en foyer, parce que j'ai fait 2 mois en foyer à 3 ans, c'est brutal à 3 ans. Hein. 2 mois tout seul, hein, en 73 sans ma sœur, et après 2 ans en famille d'accueil. Et je me souviens d'une discussion avec une éducatrice, et ça devait être peut-être un peu plus tard, parce qu'à 3 ans, peut-être je ne parlais pas comme ça. Et je la vois là avec nous, tu vois, et je lui demande si elle a des enfants. Et elle me dit oui. Et moi, je lui dis, mais ils sont où tes enfants? Elle me dit, bah, ils sont à la garderie. Je dis, mais alors toi, tu t'occupes bien des enfants, t'en fais, mais tu t'en occupes pas, et tu t'occupes des enfants des autres. Mais c'est génial que tu t'occupes de moi, mais c'est bizarre, quoi, ce monde. Vous êtes bizarres, les adultes. Donc, et je reçois. Tu ne me connais pas, là. J'arrive du Sénégal, tu ne sais pas qui je suis, et tu vas passer. Oui, tu as une paye à la fin, c'est vrai, mais tu aurais pu choisir d'être caissière, tu aurais pu choisir d'être, je ne sais pas, les 70, c'était quoi, secrétaire, que gestionne. Il y a des gens sur Terre qui s'occupent de toi, quoi.
Mais c'est beau, putain, c'est puissant. Et je me suis rendu compte que, premier cours de tennis de table, j'apprends le coupé, tu vois, et je vais à la cité, je commence à marquer des points, je bats tout le monde avec mes coupés, mais tout de suite, dès que j'ai fini le match, je vais voir le mec, je dis, viens voir, t'as vu, là, tu joues à plat, tu joues sans effet, donc ça va tout droit. Moi, quand je coupe, si tu joues à plat, la balle, elle tourne, elle va dans le filet. Donc il faut que tu coupes aussi, ou que tu topes. Je ne pouvais pas garder pour moi. Mais peut-être que ce contrôle, cette peur, ces jugements, avant 8 ans, 13 ans, 14 ans, je ne les gardais pas pour moi. Dans ma cité, dans ma classe aussi, j'avais certainement aussi quelqu'un que je rabaissais, que je contrôlais. Je partageais ce que le monde me donnait. Et vraiment, cette rencontre de l'élite, des personnes dévouées, de la discipline, du champ des possibles, de la pratique, tu vois, tu arrives à 19h, tu es raide. Tu repars à 20h30, tu es descendu de 5 cm en écart. Il y a un progrès mesurable, ressenti immédiat. Mon pied, je ne le levais pas jusqu'au feu rouge avant l'entraînement. Maintenant, je le lève. En 1h30, je peux changer ma structure physique, ma confiance, atteindre un objectif. Wow! Donc, c'est ça qui m'a vraiment poussé à partager aux autres ce qui m'avait manqué. Je l'avais fait un peu avec les lectures avant, CM2, tout ça. Je lisais des poèmes. J'étais un petit peu maître Capello, tu vois. Je me la racontais parce que je n'avais pas la force physique. Mais ouais, ma mère était la doyenne de 9 frères et sœurs. Le centre, on l'appelait Man, Jujin, c'est vraiment le centre. Et à la maison, il y avait toujours des gens qui dormaient, toujours du passage le week-end, toujours vu des cousins, des cousines, des âmes en peine. Elle accueillait tout le monde. La cousine de l'asile psychiatrique, elle venait dormir à la maison. Tout le temps, ça accueillait. Je revenais avec des potes, 2, 3, 4, 5, ouvre la porte, vas-y, mange. Et on était smicards, quoi. Il y avait pour tout le monde, tu vois. Il y a ça aussi, tu vois. Ces fêtes familiales, ces réunions, ces baptêmes, ces mariages, ces trucs où il y a du gâteau, des trucs, des bisous, de la danse, la famille qui fait l'orchestre, les tantes qui font à manger, le cousin qui fait la sécu. Il y avait beaucoup de dons, quoi. On a porté beaucoup l'œil sur ce dont on a manqué. Et on serait mort sans tout cet amour, toutes ces attentions. Donc j'ai pensé que c'était un juste retour. Et puis j'ai senti que j'avais une grosse énergie. Donc il fallait que je donne beaucoup. Donc j'ai commencé à entraîner les filles au basket. Dès que j'ai pu, 86, 87, par là, j'entraînais les filles au basket. J'entraînais les cadets, les juniors. En un contre un, j'apprenais aux autres. Ouais, un échange constant, quoi. On est des canaux. Je ne transmets pas, je partage, quoi. Oui, c'est la transmission. Oui, Laurent, nous allons manger du gâteau. Je vais te transmettre une part de gâteau. C'est pas un peu pompeux, ça? Tiens, prends du gâteau, partage. Tu sais. On partage. Génial. Et donc, du coup, donc alors... après, pour finir, les cours, quoi. Donc, je commence basket, tout ça, ça va. J'ai failli être pro pour des raisons de licence. J'arrête et je vais faire du kickboxing. Et là, j'arrive à 21 ans. Donc, 17 cm, je prends. 17 cm. Je suis grand, j'ai du basket, du tennis de table, du karaté, du rap, je danse. J'ai une patate de fou. Donc, l'entraîneur, vas-y, Aurélien, prends l'échauffement. Et voilà, ça commence comme ça. C'est beau. C'est beau. Et par rapport à ce que tu viens de dire, donc du coup, si je fais une extrapolation, tu as manqué de beaucoup d'amour dans ton enfance, puisqu'aujourd'hui, tu as tellement d'amour, ça se perçoit, ça se voit dans tes interactions, dans tes lives que tu fais, tout ça. Et donc, tu le transmets, ou tu contamines les gens avec cet amour Ouais. en étant en relation avec. Et c'est beau. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ce que tu aimes faire le plus? C'est de l'individuel, c'est du groupal, c'est un peu de tout. Je pense que ce que tu aimes, c'est les êtres humains. Ouais. Ça transpire en tout cas. C'est quoi ce que tu fais aujourd'hui? Ce qui m'anime, c'est ce qu'on est en train de faire là, Laurent, là, de parler de nous, d'améliorer notre perception de nous-mêmes, de se donner des outils, des clés pour vivre mieux. Parce que la souffrance, la douleur, la tristesse, la maladie ne sont pas des choses figées, c'est pas fait pour rester. J'ai vu beaucoup de souffrance dans ma vie. Je crois que j'ai reçu beaucoup d'amour, pas forcément comme j'aurais voulu le recevoir. On n'a pas manqué d'amour, on a peut-être manqué de témoignages et de preuves d'amour comme on aurait voulu. Aujourd'hui, ce que j'aime le plus, l'accompagnement individuel, j'aime bien, parce que c'est vraiment puissant. Passer 1h30 sur un individu abattu,
en manque d'énergie, manque de confiance ou dans des douleurs physiques. Tu vois, ce jeune cousin, Yann, que je n'ai même pas cité ton prénom, excuse-moi cousin, tellement je suis pris, qui est parti, il était venu faire une séance au mois de juin à la maison. Il était plein de chimio, de radiothérapie, de cachets. Il avait un corps de douleur, tu vois, depuis des mois, tu vois. On est venu, on a fait un peu de contraction musculaire, ça l'a chamboulé, on a fait circuler, on a fait des respirations, des étirements. De la sophro, il est resté 1 heure allongé, il s'est endormi sur le parquet, là, tu vois. Euh, et il m'a dit, waouh, je me suis senti bien. Qu'est-ce que tu veux de meilleures récompenses, de meilleure motivation, de meilleur carburant pour un être humain, quelle que soit la manière dont tu le fasses, que de voir un sourire chez l'autre. Te dire, à ton contact, j'ai un peu moins de douleur, j'ai un peu plus de joie, j'ai un peu plus de confiance. On est ensemble, quoi, ça va mieux. Donc, c'est vraiment ce que je fais. Et surtout en groupe, parce qu'il n'y a pas urgence, mais il y a priorité là. Il y a priorité. Je me dis qu'à faire les gamins par 300 dans les collèges, ça ira plus vite que si je les fais un par un, tu vois. Donc, il y a cet effet de masse. Il y a cet effet de masse. Et dans la masse, chacun va comprendre à son rythme. Et après, chacun va aller en accompagnement individuel. L'un nourrit l'autre. J'adore ça dans une équipe de basket. Je vais entraîner toute l'équipe en collectif, créer un esprit de groupe, créer des exercices pour tout le monde, des basiques, des fondamentaux. Et ensuite, les lier, le meneur, le pivot, même si ça n'existe plus trop, l'arrière, je vais leur donner des exercices spécifiques. Tu vois, dans une classe, je vais m'occuper de toute la classe. Il y en a un, il a besoin de recadrage. Un autre, il a besoin d'ouverture. Un, il a besoin d'écoute. L'autre, il a besoin qu'on lui parle. Et c'est dans ce collectif, waouh, sortir cette énergie de groupe qui nourrit tout le monde, où ça délie les langues, où même les plus fragiles se sentent soutenus, aimés. Et là, les plus fragiles s'expriment. Et donc, on va les extraire, leur apporter leurs besoins à eux, qu'ils aillent mieux, et les réinjecter dans le groupe. C'est un pneumat incessant. Donc j'adore les deux, mais vraiment plus une passion pour le groupe et pour ce côté One Human Show, de l'animer comme je le fais là, en stand-up, en conférence interactive, dynamique, avec de l'humour, de la joie, du mouvement. Et c'est ce que j'aime le plus faire, intervenir dans les clubs, les entreprises, les sociétés, parce que je fais beaucoup de bénévolat et vous l'avez vu avec la santé ou des choses moins bien payées qu'en entreprise. Et il y a aussi des réalités économiques. Et j'ai aussi envie de m'autoriser l'abondance financière. J'ai attendu 50 ans. J'ai envie d'envoyer mes enfants étudier à l'étranger. J'ai un orphelinat à développer au Cameroun. J'ai envie d'agrandir ma maison, d'avoir un cheval, une résidence secondaire. J'ai envie de passer les 50 ans, d'avoir plus de confort, plus d'aisance, pas plus de luxe, plus ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, pour encore plus le partager. Donc voilà ce que je fais vraiment aujourd'hui, de la dynamique de groupe et de la sincérité bienveillante, sans complaisance. Ouais, ce qui est très important. Ce qui est très important. Du coup, aujourd'hui, si tu avais un message à passer à toutes ces personnes qui sont sur le point d'abandonner, qui sont en train de lâcher, qui ne peuvent plus, ça serait quoi le message? Vas-y, abandonne, ce que je te dise. Si tu t'es dit ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ah, ça pique, hein? Hein, c'est lui qui abandonne, là. T'aimerais bien que je te redise, non, non, si, vas-y, abandonne, laisse-toi aller. Vas-y, cesse de vivre. Vas-y, arrête. Arrête, pas la peine. Non, non, souffre, entretiens, fais la même chose. T'as pas assez souffert si tu veux abandonner. T'en as pas marre d'en avoir marre. T'as pas assez eu mal. Expérimente. Choisis tes souffrances. Ouais, tu vas être seul. Ouais, ça va être dur. Ouais, tu vas pleurer. Ouais, tu vas vouloir les tuer, te foutre en l'air, plus rien comprendre, te sentir rejeté, te sentir chamboulé, comme si la terre tremblait sous tes pieds, comme si on t'asphyxiait, comme si l'air que tu respirais, tu ne le connaissais plus. Les mots que tu vas entendre, ils vont te heurter alors que ça fait des années que tu les entends. L'alimentation que tu regardais, elle va te dégoûter. Il y a plein de choses qui vont te péter aux yeux. Ouais, et tu vas avoir envie d'abandonner et de tout plaquer ou de te foutre en l'air. Ouais, parce que tu es un être humain et que tu as des limites et que ces fragilités, elles te rappellent que tu as besoin de soutien, que tu as besoin de te reposer, que tu as besoin d'aide et qu'il fallait qu'on passe par là pour avancer ensemble. Donc, je ne sais pas ce que je te dirais. Je te dirais, ouais, c'est dur, je sais, et je suis avec toi. C'est dur, ouais. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Pleure ce que tu as à pleurer, crie ce que tu as à crier, vomis ce que tu as à vomir, frappe ce que tu as à frapper, dis ce que tu as à dire. C'est dur parce que tu contiens, c'est dur parce que tu retiens, c'est dur parce que, tu sais, ce cousin qui est parti, et l'hiver dernier, j'en ai perdu 2 à 3 mois d'intervalle de frères, tu vois, pareil, d'une soixantaine d'années, des gentils garçons, des gentils garçons. Et si j'étais resté ce gentil garçon, je ne serais pas là aujourd'hui.
On se fait manger de l'intérieur, les gentils garçons comme les gentilles filles. On porte les malheurs des autres, on se sacrifie, on dit rien, les injustices, les non-regards, les bruits, on prend, on sourit, on essaye de... Et ça nous bouffe de l'intérieur parce que tu n'honores pas, et désolé si je heurte ces courants modernes qui disent qu'il n'y a plus de sexe et qu'il n'y a plus de différence. Tu n'honores pas ta virilité, tu n'honores pas ton masculin divin et sacré qui est fait pour lutter, combattre, confronter le mal, s'affirmer, sortir, quel que soit le prix, une garde à vue, une claque, une prison, un ami qui ne te parle plus. Et alors, où sont les hommes dignes? Où est la chevalerie? Où est le risque? Donc voilà pourquoi on meurt. Donc voilà ce que je te dirais. Pleure, sors tout ce que tu as à sortir et redeviens toi. Redeviens spontané, brutal, viril, sauvage. Tu sais dire je suis désolé. Tu sais dire excusez-moi. Tu sais revenir et dire bon, la dernière fois j'ai claqué la porte, ça ne va pas pour toi. Ça te prouve bien à quel point ça me fait du mal et comment tu veux que je parte, tu vois. Soyez-vous, quoi. Remettons, on a tout adouci, tout édulcoré, tout arrondi, tout doucifié. C'est quoi tous ces hommes qui meurent, ces cœurs qui s'arrêtent en pleine force de l'âge, qu'ils n'en peuvent plus d'avoir retenu, gardé à l'intérieur? Vivez, quoi. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Vis-moi. Tu sens l'énergie qui met ce monde me dégoûte. Ce gouvernement, cette usurpation, bafouer la vie, ça me révolte. Et j'ai décidé de le dire haut et fort, parce que sinon, ça va me bouffer de l'intérieur. Et donc, par rapport à juste... Je peux t'en poser encore 3000 parce que c'est tellement agréable de partager ce moment avec toi. Mais c'est quoi ton monde idéal? Qu'est-ce que tu rajouterais ou qu'est-ce que tu enlèverais? C'est quoi ton monde de demain ou d'aujourd'hui? Comment est-ce que tu le vois et comment est-ce que tu le projettes? Ouais, ce monde idéal, je crois qu'il a déjà existé, on l'a déjà goûté, on l'a déjà vu. Euh, Ce monde idéal, pour être vraiment un peu rêveur, je suis un utopiste, hein, et je vous rappelle que l'utopie, c'est l'irréalisé, c'est pas l'irréalisable. Il y a des pays aujourd'hui, là en 2021, qui vivent sans masque, sans confinement, avec moins de télé, moins de consommation, pas de cancer. Il y a des civilisations là qu'on ne te montre pas et qui vivent très très bien, au même air, dans la même planète, tu vois. Donc, je voudrais vraiment un monde d'éducation là. La CIA a dit qu'il faut 20 ans pour mettre un pays à feu et à sang. Il faut 20 ans. Regardez la génération, ceux qui sont nés en 2000, qui ont été nourris à la télé-réalité, depuis Love Story, au téléphone, à la connexion, à tout ça. Eux, avec leurs gènes tellement abîmés, quand ils vont faire des enfants, que vont être ces enfants? Qu'est-ce qu'ils vont vibrer dans leurs gènes? Maintenant, si ces enfants-là de 2020, 2030, 2040, là, si on les éduque à la compassion au lieu de la compétition, si on les éduque à tout l'inverse de ce qu'on a vu, la confiance en soi, l'amour, la spiritualité, eh bien, ça va être difficile, ça va être long dans les programmes scolaires, à l'école, dans les clubs sportifs, à la télé, dans les journaux, dans les magazines, partout où les jeunes regardent, que de partout, ça soit la même information. Ben, on va les formater, les reprogrammer à ça. Et dans leur gène, il y aura ça. Et quand ils vont donner la vie, cette nouvelle génération naîtra avec plus, oui, l'homme est un loup pour l'homme, no pain, no gain, la vie est dure, les hommes sont des... Ils ne naîtront pas avec ça, ils naîtront avec autre chose. Ça prend moins de temps qu'on pense, quoi. Donc, mon monde idéal, il serait là, un monde où on aurait conscience que les êtres humains ont besoin d'être éduqués. On a tous un ego, et tous, autant qu'on est, on fait le mal, on abuse, on se fait du... Et on n'est pas conscient de ça, et aujourd'hui, on le légitime, on le justifie, et on en fait même des métiers. Donc, un monde où ouais, on éduque au plus jeune âge à la vie, à l'amour, comme font Montessori, Steiner, comme font d'autres pays, à la nature, qu'on change nos priorités, qu'on opère des changements. On a des faiseurs, on a des politiques sains, on a des financiers honnêtes, on a des médecins dignes. Tout est là. Tout est là. Par contre, c'est notre boulot. Ouais. Et tu dis une chose très importante, c'est notre boulot, c'est à nous d'éduquer et c'est à nous de mettre les limites et de ne pas laisser qu'on touche nos enfants. Et donc, de toujours se demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pour son bien ou pas pour son bien. C'est à nous de reconstruire et c'est pas se dire, bon, ben, c'est mes enfants avec l'éducation qu'ils auront. Avec l'éducation de qui? De nous. Et si on ne fait pas cet effort aujourd'hui, ben, ça va se perdre. Effectivement. Donc, Exactement. prenons notre rôle. Exactement. Nous sommes des adultes et les enfants sont des enfants. Et ne Ouais, touchons et il pas nos s'inspire. enfants.
Ouais. Ouais, touchez pas à nos enfants. C'est le dernier bastion. Regardez bien, on nous a pris nos salaires, nos vacances, nos droits, des trucs, les retraites. On t'a touché toi. Ah, nous, on soumet, on accepte, on subit. Mais le dernier bastion, c'est ton gosse, quoi. Tu vois, tu peux accepter, toi, de te faire casser la figure. Il y a même des femmes, on le sait, je sais que ça va heurter, qui, des fois, se sont données elles pour pas qu'on tue leurs enfants. Des choses comme ça, on peut accepter. Mais le dernier bastion, c'est ça, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils sont innocents et qu'ils ont besoin d'être protégés. Et que de ne pas protéger un enfant, c'est lui dire tu ne feras plus jamais confiance au monde et plus jamais confiance à personne. Un enfant, il cherche le soutien, il sait qu'il y a des brutalités, il sait qu'il y a des injustices, mais apparaît l'adulte qui dit stop. Non, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et ça, c'est suffisant pour l'enfant. Waouh, la justice existe, l'élan de protection, de bienveillance est là. Donc, je peux avancer dans le monde et grandir tranquillement. Donc, protégez vos enfants, bien sûr. Dites non. Très beau message. Aurélien, tu es une très belle âme. Merci beaucoup pour ton temps. Dernière question importante. Où est-ce qu'on peut te trouver? C'est quoi ton canal préféré? Bon, bah là, tu peux me trouver chez moi. Super, j'arrive. Tu peux me trouver, bah, j'agis pas mal sur Insta, ça fonctionne bien. Il y a Facebook aussi, même si c'est un peu plus à l'abandon, là, Insta, des parutions. J'ai une chaîne YouTube qui n'est pas très alimentée, il y a quelques vidéos. Tu peux me trouver en tapant sur YouTube. Laurent et plein d'autres personnes m'ont fait le privilège d'interview, donc il y a des centaines d'heures d'écoute. Tu peux me rentrer en relation avec moi par Insta, où tu trouveras mon adresse mail sur Internet pour les accompagnements personnels, même à distance, même en visio. Pour tous ceux qui regardent, j'ai une formation de 21 vidéos boostantes et de 21 méditations sur le même sujet apaisantes que je t'offre gratuitement. Ce n'est pas un tunnel de vente, il n'y a rien derrière. Donc, par Insta ou par mail, après avoir écouté l'interview, manifeste-toi et je t'envoie ces 21 vidéos. J'ai pris tellement de plaisir à faire ça il y a 2 ans. J'ai rompu le contrat avec l'associé, donc j'ai plus le droit de les vendre. Et je voulais pas que ça meure, donc j'ai le droit de les offrir. Donc voilà un cadeau pour toi. Et voilà les cadeaux pour me joindre. Alors, connectez-vous à son compte Aurélien Duhart sur Instagram. Suivez ses lives. Il fait des lives souvent le dimanche soir. C'est une personne magnifique. Si tu as aimé ce podcast, tu peux me trouver aussi sur Instagram, Laurent Galère. Aurélien, merci beaucoup pour ce temps, tout le temps, ton sourire, ton amour. Prends soin de toi et je te dis à tout bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao. Bye.